Vigne Audio présente Le Serment calabrais par Adrien Vigne, lu par Pierre-François Orsini. Épilogue. Chapitre 28. Du haut de son tracteur, Giorgio contemple son troupeau. Ses vaches laitières paissent paisiblement dans le pâturage. Certaines s'abreuvent déjà à l'auge qu'il vient de remplir à l'aide de sa citerne. Il inspire profondément. L'air serein et doux du massif de l'Albanais, près de Rumilly entre les lacs du Bourget et d'Annecy, est encore frais en ce début de matinée. Au loin, un massif enneigé et solitaire pointe derrière les monts. Quelques nuages forment une traîne au-dessus des montagnes. Un cadre bucolique dont il n'aurait jamais osé rêver durant sa détention. Après 3 ans de prison, 2 ans d'errance et bientôt 4 ans de dur labeur pour redresser cette exploitation, ses efforts portent leurs fruits. Sa ferme atteint enfin la taille critique et la production de génisses cette année devrait lui assurer une rentabilité accrue. Pas la fortune, mais la tranquillité d'esprit face aux aléas de son activité. Giorgio se secoue. Il lui reste 2 autres parcelles à alimenter avant le rendez-vous chez son notaire. Il consulte sa montre. Il aura tout juste le temps de repasser chez lui, prendre une douche et se changer. L'office notarié est à 2 pas de la mairie. Giorgio trouve une place pour garer son pick-up, unique vestige mémoriel d'un passé maintenant lointain et pur hasard de la loi de l'offre et de la demande d'occasion. Autour de la mairie, le marché bat son plein. Une foule mêlant locaux et quelques touristes de passage ailés par les commerçants apporte un peu de vie à ce village d'ordinaire endormi. Évitant l'agitation, Giorgio contourne le marché par des ruelles plus calmes. Il scrute la rue avant de traverser et de pénétrer dans l'étude. La secrétaire l'accueille cordialement et l'introduit sans attendre dans le bureau du notaire. Après les préliminaires d'usage, ce dernier confirme à Giorgio que son voisin a accepté de lui céder ses terres. Une discussion s'ensuit sur la valeur des terrains et le montant de l'offre à proposer. Une fois la question résolue, le notaire enchaîne. La gendarmerie a fait passer une alerte concernant la recrudescence de vols de bétail dans le département. Vous avez reçu leur notification ? Giorgio hoche la tête négativement. Le notaire poursuit sur sa lancée. Les génisses sont les premières visées, car leur revente pour les abattoirs est immédiate. Les vaches laitières sont plus difficiles à recaser. Vous devriez vous assurer de protéger votre cheptel. En cette saison, éparpillé dans les pâturages, ce n'est pas évident, mais vous avez raison, je ferai des rondes de nuit. Parlant de nuit, j'ai eu la visite ce matin d'un couple qui s'enquérait si votre exploitation faisait aussi gîte. Ils font une randonnée et en passant devant votre ferme, ils ont trouvé le point de vue magnifique. Giorgio, jusqu'à présent détendu, s'est redressé, incrédule. Ils sont passés chez moi ? C'est ce qu'ils m'ont dit, mais ne vous ont pas trouvé. Et c'est auprès de vous qu'ils se sont renseignés ? L'office du tourisme les a envoyés chez moi car la personne à l'accueil ne vous trouvait pas dans leur listing. Comment ont-ils fait le lien ? Qui ? Les touristes ? Non, l'office du tourisme. Pourquoi se sont-ils adressés à vous, notaire ? Je suis adjoint à l'urbanisme de la mairie. Ils ont imaginé que je saurais. Puis, après une pause, alors, vous faites gîte ? Je gère une exploitation d'élevage. J'ai d'autres priorités que de m'occuper de touristes en goguette. En même temps, un peu de compagnie ne vous nuirait pas. Vous êtes bien solitaire là-haut, seul sur vos terres. Maîtrisant son agacement devant cette interférence sur sa vie, et pour cacher la montée d'angoisse que cette information a provoquée, Giorgio lui répond sèchement. Ne vous en faites pas pour moi. Bouclons plutôt le rachat des terres du père Mathieu. Ignorant les états d'âme de Giorgio, le notaire reprend. Je passerai le voir pour lui annoncer votre offre. C'est mieux qu'au téléphone. Le père Mathieu est devenu un peu sourd avec l'âge et nous ne voulons pas qu'il se méprenne sur le montant, n'est-ce pas ? Il rit à son trait d'humour. Poliment, Giorgio lui sourit en retour et se lève. Alors que le notaire le raccompagne jusqu'à la porte de l'étude, Giorgio se retourne. Si ce couple revient vous voir, ou si d'autres personnes se renseignent sur mon exploitation, j'apprécierais que vous m'appeliez pour m'en informer. Je n'y manquerai pas. Mais croyez-moi, il n'a pas lieu de s'inquiéter. C'est courant en période estivale.
Alors que le notaire referme la porte dans son dos, debout sur le perron de l'office notarial, Giorgio, le cœur battant, scrute la rue à la recherche d'un guetteur, d'une moto prête à démarrer ou d'une voiture garée avec des passagers. N'apercevant aucun signe de danger, il descend prestement les 3 marches du perron de l'étude et refait en sens inverse le chemin allé, en scrutant le visage des passants qu'il croise. Assis dans son pick-up, après s'être assuré que la ruelle soit déserte, Giorgio glisse la main sous son siège, tire un scratch et sort un Glock. Il retire la sécurité, puis coince l'automatique à portée de main, entre la banquette et le dossier. Il retire sa veste pour en recouvrir l'arme. Une bouffée de chaleur l'envahit. Il essuie ses mains moites sur son jean puis les pose sur le volant, en prenant une forte inspiration, se laissant aller contre le dossier de la banquette. Comment ont-ils réussi à le localiser ? Son nom aura fuité. Par chantage ou par corruption, peu importe la méthode, un carabinier ou un col blanc aura fini par leur communiquer son nom et son lieu de résidence. Si les repentis sont si peu nombreux, c'est parce que la mer, ce lien invisible qui unit familles mafieuses calabraises, quelle que soit la ville ou le continent où elles exercent leurs sombres activités, la mer veille à protéger les siens et n'oublie jamais de punir celui ou celle qui a rompu son serment. Giorgio a depuis longtemps compris qu'il doit vivre, survivre, avec cette angoisse quotidienne nichée comme un cancer au plus profond de son être. Se reprenant, il jette un œil sur son rétroviseur. La ruelle est toujours déserte. Giorgio va pour engager la clé de contact, mais retient son geste. En soupirant, il sort du véhicule, soulève et inspecte la mécanique sous le capot. Rassuré, il le referme d'un coup sec et retourne s'installer au volant. Cette fois-ci, sans hésitation, il démarre, déboîte et traverse la ville jusqu'à l'office de tourisme. La jeune stagiaire qui s'apprête à baisser le rideau métallique, le temps de sa pause déjeuner, confirme à Giorgio être la seule à l'accueil depuis l'ouverture et n'a aucun souvenir du passage d'un couple. C'est bien simple. Giorgio est la première personne à qui elle parle depuis ce matin. Vive, elle enchaîne. Giorgio cherche-t-il un gîte ou veut-il en louer un ? A-t-il besoin de conseils ? De quelle manière peut-elle l'aider ? Encore sonné par la réponse de la jeune femme, le vague espoir que Giorgio entretenait qu'il s'agisse bien de touristes innocents s'étant envolé, l'avalanche de questions le prend de court. Il bafouille quelques mots, la remercie et, toujours vigilant, regagne son véhicule pour remonter jusqu'à son exploitation, au-dessus de Bessines. Tout le temps du trajet, il surveille son rétroviseur sans être inquiété. Arrivé à la hauteur du bois qui fixe la limite de ses terres, il gare son pick-up à couvert sous les feuillages. Marchant d'un pas rapide entre les ruminants paisibles à milieu d'imaginer la foule de questions que Giorgio se pose, il traverse le pâturage en direction d'un cabanon dont le toit est à moitié écroulé. Il se glisse à l'intérieur entre les poutres effondrées et la végétation qui a envahi l'espace clos. Caché dans un angle, sous un établi vermoulu, il dégage une caisse qui l'époussette soigneusement et en sort, emballé dans un linge, une kalachnikov et des munitions. Il introduit un chargeur et arme la kalash. Dissimulé par la haie qui suit le sentier, Giorgio remonte prudemment vers son exploitation jusqu'à atteindre l'étable principale. Il la contourne pour s'assurer d'avoir le soleil dans le dos, observe longuement la maison, ses alentours immédiats et les autres bâtiments du corps de ferme, sans détecter de présence autre que celle de son chien, qui tire sur sa laisse et aboie, sentant la présence de son maître. Rasant les murs, Giorgio atteint la porte d'entrée de sa maison, vérifie que le marqueur de sécurité, un fil invisible coincé entre l'huisserie et la porte, est toujours en place et pénètre à l'intérieur. Un tour du rez-de-chaussée le rassure, personne ne s'est introduit chez lui en son absence. Soulagé, il se dirige vers son réfrigérateur pour en sortir une canette de bière. En se redressant, sa tête tourne, 1000 étoiles explosent devant ses yeux. Il titube, son bras s'engourdit, il lâche la canette qui roule au sol. Un étau compresse sa poitrine. Chancelant, il s'appuie d'une main sur le plan de travail. Le contact avec la fraîcheur de la pierre l'aide à retrouver son calme, son équilibre. Il se laisse tomber sur une chaise. Les yeux fermés, il inspire et expire profondément jusqu'à retrouver un rythme cardiaque régulier. Enfin calmé,
Il fixe un instant la calache posée en travers de la table en pin massif, puis contemple tour à tour la cheminée noircie par le temps, la gazinière préhistorique qu'il n'a jamais pris le temps de changer, le carrelage rouge foncé comme les espaces peints entre les poutres du plafond encrassés par la fumée. Son environnement lui apparaît soudainement lugubre. Il se sent épuisé, vidé, sans force. Il plonge dans un abysse de questions sans réponse. Combien de fausses alertes faudra-t-il encore avant qu'il finisse par faire un AVC, ici, tout seul, perdu dans ce pays qui n'est pas le sien? Il supporte de plus en plus mal la vulnérabilité de son avenir. Lui, qui n'y prêtait guère attention par le passé, Picciotto, il était à tout moment à la merci d'un règlement de compte, d'une exécution au coin d'une rue. Aujourd'hui, son futur lui semble conditionné à l'attente de l'inéluctable. L'angoisse de voir surgir brusquement un fantôme de son passé. Et, se dit-il en hochant la tête, sans autre perspective que l'acceptation de son destin. S'il a purgé sa peine pour la justice des hommes, il reste redevable du reniement de son contratto. Le prix à payer pour avoir brisé la loi du silence est lourd. Il pèse sur lui. Par peur de représailles, Giorgio a décidé de ne plus entraîner de compagne dans son infortune, se vouant à une solitude forcée après ses années de bonheur auprès de Chiara et de ses enfants. Il vit seul, en reclus pour éviter les rencontres qui l'exposeraient inévitablement. Il s'interroge, cette peur de mourir, est-ce là le germe d'humanité qui lui a manqué toutes ces années d'errance mensongère? Ou bien est-il toujours le même et s'est-il créé sa propre prison au milieu de ces montagnes pour se garder du mal, loin de ses congénères? Depuis qu'il se consacre exclusivement au travail de la terre et élève son troupeau, Giorgio a compris le sens de bâtir quelque chose de solide, de durable, et l'apprécie. Son expérience passée combinée à son sens pratique se sont révélés précieux pour relancer cette exploitation. Les conseils du père Gontier, qui lui a vendu sa ferme, et le conseille régulièrement, aussi. Mais pour qui, s'interroge-t-il, déploie-t-il tant d'efforts, lui qui n'a plus de descendance à qui la léguer? Pour aller de l'avant? Pour ne pas sombrer, parce que le labeur quotidien de son exploitation, 7 jours sur 7, l'empêche de penser? À quoi bon se voiler la face? La réalité, c'est qu'il vit au quotidien avec la peur au ventre, cette malédiction des repentis. Heureusement, son contact quotidien avec ces bêtes l'apaise et apporte un peu de sens à sa vie, agissant comme un antidépresseur contre ses idées noires. Penser à ces animaux tire Giorgio du gouffre dans lequel cette énième alerte l'a plongé pour reprendre pied dans le présent. Soudain, la calache lui paraît une offense à son intérieur. Il se lève pour la cacher dans un placard, mais prudent conserve le Glock sur lui. Il prend sa décision. Que le couple soit lié au gang des voleurs de bétail ou à son passé, il en fera son affaire. Sous un ciel sans lune, scintillant d'étoiles qui brillent librement loin de la pollution lumineuse des villes, une fois la traite de ses vaches terminée et son dîner avalé, Giorgio s'est posté à l'affût, allongé dans les broussailles, un fusil de chasse traditionnel à ses côtés. Des 3 pâturages où paissent ses génisses, il a choisi celui-ci, le plus facile d'accès pour des voleurs de bétail. Le terrain est en pente douce jusqu'à la voie vicinale qui mène à Bessines. Un simple fil barbelé borde son champ le long de la route. De sa position, il devine la silhouette des bêtes couchées qui se confondent avec le relief du terrain. Calme et détendu dans cet environnement familier, uniquement troublé par le vrombissement des insectes nocturnes et le ululement au loin d'une chouette ou d'un hibou, Giorgio retrouve peu à peu une sensation oubliée, celle de l'attente avant l'action. Après tant d'années, ressentir à nouveau ce sentiment, curieusement, le trouble et le réconforte tout à la fois. Cette résurgence du passé lui rend confiance. Il ne ressent aucune agressivité ou excitation. Tout au plus, la sérénité d'être dans une bulle à lui, loin de toute contingence autre que la mission fixée. À une différence près avec son passé, ce soir, il agit pour son propre compte. Ce moment prend fin. Un bruit de moteur se rapproche et bientôt, un Renault Master longe lentement la voie, roulant au pas. Arrivé devant le pâturage,
Le véhicule s'arrête. Une vitre descend et un projecteur balaie le champ révélant les animaux endormis. Le camion reprend de la vitesse et disparaît derrière une boucle de la route. Quelques instants plus tard, le son de son diesel peinant dans la côte résonne à nouveau dans la montagne. Le Renault Master apparaît et cette fois-ci s'arrête le long du champ. Tandis qu'un complice armé d'une pince cisaille la clôture, le conducteur abaisse le haillon puis ouvre les portes arrière de la bétaillère. Il disparaît brièvement dans le camion pour en ressortir avec 2 cordes, dont une qu'il tend à son acolyte. D'un pas tranquille, tous deux traversent le champ, se dirigeant chacun vers une génisse. Alors que le conducteur se baisse et glisse son lasso autour du cou d'une première bête, Giorgio s'approche par derrière, assomme l'homme d'un coup sec de matraque et l'allonge sans bruit dans l'herbe au pied de la génisse encore endormie. Le second voleur, tirant sur sa corde, concentré à tenter de faire se lever sa bête récalcitrante, glisse dans l'herbe en jurant. Se redressant, il interpelle son complice. La naïba, katea aya refuzza saseridice. Putain, cette salope refuse de se lever. La corde à la main, il scrute le champ. Undesti, nous face prostul. T'es où? Fais pas le con! Surgissant derrière lui, Giorgio lui réserve le même sort qu'à son complice. Il traîne l'homme assommé jusqu'à la bétaillère, le dépose à l'avant sur la banquette, renouvelle l'opération avec le conducteur qui l'installe à côté du premier corps avant de prendre le volant. Les clés sont sur le contact. Giorgio conduit le Renault 2 kilomètres plus loin, jusqu'à une passe rocheuse et dans un virage, ouvre la portière, saute en marche et regarde la bétaillère s'élancer dans le vide. Elle tombe dans le ravin, coupe la cime de quelques pins, rebondit sur une arête rocheuse et finit sa course en contrebas, dans le lit asséché d'une rivière. Il remonte au pas de course dans son champ, saisit son fusil de chasse et tire 2 coups en l'air avant de rentrer chez lui alerter les autorités. Le surlendemain, la presse locale relaie l'information qu'un éleveur a mis en fuite les voleurs de bétail qui sévissaient dans la région. Paniqués, ceux-ci dans leur hâte ont raté un virage et sont décédés lorsque leur bétaillère s'est écrasée au pied du massif rocheux de l'Albanais. Grâce à un portable retrouvé sur l'un des voleurs, la gendarmerie a pu remonter le réseau serbe et arrêter les commanditaires des vols. Giorgio pose le journal sur la table. Aucune photo de lui n'a été publiée. Les gendarmes ont préservé son anonymat et ont acheté son histoire de ronde de nuit suite à leur alerte. Ils ont saisi les cordes et constaté les dégâts sur la clôture. Quelques jours plus tard, alors qu'il répare sa clôture, son troupeau broutant à quelques mètres de lui, Giorgio réalise qu'il perd pied un peu plus chaque jour. Avait-il besoin de tuer ces 2 hommes pour préserver son anonymat? Était-ce vraiment nécessaire? Somme toute, il s'est fait une frayeur pour une banale histoire de vol de bétail. Est-il condamné à faire revivre son passé pour survivre? Comment cela finira-t-il? La peur de mourir avant le terme naturel de son existence l'effraie, maintenant qu'il peut profiter de la vie et qu'il s'est rebâti un univers à lui. Giorgio se redresse. Ses questions le hantent. Solitaire et silencieux, il contemple l'extraordinaire paysage verdoyant et idyllique qui s'offre à lui à perte de vue. Quel contraste avec ses tourments intérieurs. Si seulement au-delà de l'admirer, son esprit pouvait se fondre dans ce havre de beauté et de paix, ne serait-ce que quelques heures. Après tout, ce qu'il a bâti ces 4 dernières années est la preuve de sa rédemption. Conscient qu'il ne tient qu'à lui de trouver l'équilibre qui manque à sa vie, il décide d'ignorer ses peurs, d'afficher sa confiance dans l'avenir et d'aller de l'avant. Apaisé par sa décision, il secoue l'un des fils barbelés pour s'assurer de la solidité de sa réparation et, satisfait, ramasse ses outils qu'il dépose à l'arrière du pick-up. Il retire sa casquette, s'essuie le front puis consulte sa montre. 11h45. La réparation aura pris plus de temps que prévu. Qu'importe. Le temps ici, dans les monts de l'Albanais, s'écoule à son propre rythme, songe-t-il en souriant pour la première fois depuis longtemps. Détendu, Giorgio s'installe au volant. Il engage la clé dans le démarreur, lance le moteur. Au moment de saisir son frein à main, il hésite et, réflexe pavlovien, ne peut s'empêcher de glisser sa main sous son siège,
pour sentir la présence protectrice de son arme. Alors seulement, rasséréné, il libère le frein à main, engage une vitesse et part en direction de sa ferme et de son futur incertain. Retrouve Giorgio dans l'épisode suivant et abonne-toi pour ne pas rater la suite du podcast. Les romans Le Calabrais et la malédiction calabraise, la suite du serment calabrais, sont disponibles sur le site des éditions Spinel et sur mon site adrienvigne.com.